Dans la foulée de cette comparution, les forces de l'ordre sont en état d'alerte. On surveille les menaces sur Internet et aussi les potentiels rassemblements mal intentionnés, notamment des Proud Boys, qui est un groupe d'extrême droite, dont certains membres influents ont été condamnés à la prison pour leur rôle dans l'insurrection du 6 janvier. Trump lui-même a appelé à manifester en réplique aux accusations qui ont été déposées contre lui. Les autorités, est-ce qu'elles ont raison de craindre la violence? Pour en parler, on a invité David Morin de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Il est aussi professeur à l'Université de Sherbrooke. Bonjour David. Bonjour Isabelle. Alors, est-ce que la menace de violence est bien réelle? Alors, il y avait effectivement des menaces très réelles qui étaient présentes sur les réseaux sociaux, notamment des appels à manifester, une rhétorique assez guerrière et belliqueuse qui faisait état d'une guerre éventuellement, en disant que là, on était vraiment dans un état insurrectionnel. Et puis, des groupes extrémistes de droite, effectivement, qui invitaient leurs membres à être présents. Mais il y a quand même un gros mais. Les experts s'entendaient pour dire que les conditions d'émeutes semblables à celles, par exemple, du 6 janvier n'étaient absolument pas réunies aujourd'hui. D'abord parce que un policier averti en vaut deux et le dispositif de sécurité déployé aujourd'hui était considérable. Ensuite, vous l'avez vu, il y a finalement eu beaucoup moins de manifestants qu'attendu et c'était surtout des sympathisants de Trump. Et là, j'y reviens parce que je fais la différence entre les sympathisants de Trump et les groupes extrémistes qui, eux, finalement, étaient somme toute assez peu présents aujourd'hui. Et on le sait, à la suite du 6 janvier, il y a eu quand même beaucoup d'arrestations. On parle de 1000, il y a eu 500 condamnations. Certaines peines qui ont été prononcées étaient très sévères. Celle du fondateur du groupe, les Oath Keepers, un groupe d'extrême droite, a été condamné justement à 18 ans de prison. Pensez-vous que ça a eu un effet dissuasif? Alors, c'est certain que la justice américaine voulait faire le point que ce qui s'était passé le 6 janvier était intolérable, inacceptable, et c'est vrai que ça a été un événement quand même sans précédent. Ça a probablement déstabilisé les groupes extrémistes à court terme. Néanmoins, c'est important de nuancer ces éléments-là. Vous citiez par exemple les Oath Keepers. Définitivement, pour un groupe comme les Oath Keepers, qui est quand même très pyramidal, le fait que le chef et quelques-uns de ses acolytes aient été condamnés a eu un effet immédiat dans la désorganisation de la structure. Par contre, quand on prend un groupe comme les Proud Boys, avec une structure beaucoup plus décentralisée, avec beaucoup de chapitres locaux autonomes. On a vu dans les derniers mois qu'ils étaient quand même extrêmement présents sur le terrain malgré l'arrestation, là aussi, de la haute direction. Ils étaient très présents, par exemple, dans les manifestations anti-LGBTQ+, etc. Donc, je vous dirais que c'est surtout la nature un peu de la menace qui a évolué. Et les groupes extrémistes sont quand même beaucoup plus méfiants parce qu'au-delà des procès et des nombreux procès que vous avez mentionnés, clairement, l'administration Biden a mis de la pression sur ces groupes-là qui se savent surveiller et qui sont donc quand même beaucoup plus prudents. Sûrement, oui. Bon, Trump, il a appelé ses supporters à manifester. Vous avez parlé de la rhétorique guerrière. Là, c'est vrai qu'elle est sans équivoque, œil pour œil, référence au port d'armes. On parle aussi de la NRA. Quelles mesures peuvent être prises vraiment de façon concrète là, pour empêcher qu'on passe de la parole aux actes? Oui, alors comme je le disais, effectivement, d'abord le système de justice, police, renseignement, toute cette chaîne-là a mis quand même beaucoup de pression depuis 2 ans avec une stratégie qui a été déployée par le gouvernement américain pour vraiment essayer de mettre de la pression sur ces groupes-là. Maintenant, ce qui est moins clair et ce qui serait intéressant, évidemment, c'est que cette stratégie-là évoquait toute la question de la prévention. Et là, sur le terrain, ça s'est moins bien déployé. Parce que vous savez, quand vous avez des individus qui commencent à se radicaliser dans des groupes qui soient d'extrême droite ou autres d'ailleurs, les méthodes qui fonctionnent mieux, c'est quand même du 1 pour 1, donc de l'intervention, donc déployer des ressources vraiment sur le terrain, soit parce que l'individu, par exemple, a des problématiques de santé mentale, donc là on va lui donner un accompagnement psychologique, ou alors parce qu'il a des griefs, par exemple pas d'emploi, alors là on va lui trouver, peut-être l'aider à trouver de l'emploi, ou alors il est vraiment radicalisé sur le plan politique, on va peut-être lui trouver un mentor, un ex-extrémiste qui va l'accompagner, etc. Donc ça c'est un travail de longue haleine qui se fait beaucoup plus sur le terrain, et ces ressources-là aux États-Unis, elles sont quand même encore assez marginales dans cette stratégie globale du gouvernement américain. À votre avis, David Morin, la menace la plus pressante, là, d'où elle vient? Ouais, à l'heure actuelle, écoutez, on s'entend pour dire que c'est probablement des groupes ou des acteurs plus solitaires ou éventuellement des cellules
extrémistes qui pourraient passer à l'acte violent. Et finalement, aujourd'hui, au moment où on se parle, ce qui est le plus vraisemblable, c'est de revenir, par exemple, à l'attentat d'Oklahoma City, vous vous souvenez, dans les années 90, qui était, jusqu'aux attentats du 11 septembre, le plus gros attentat qui avait fait celui le plus de victimes en sol américain, contre un bâtiment fédéral déjà à l'époque, par un vétéran de la guerre du Vietnam qui était devenu extrémiste de droite, anti-gouvernemental. Donc ça, aujourd'hui, notamment avec les menaces, et on en a vu dans les derniers mois contre le FBI, etc., c'est vraisemblable. Au-delà de ça, évidemment, il y a quand même toujours la question de la polarisation aux États-Unis et finalement les conditions qui ont amené M. Trump au pouvoir, la rhétorique belliqueuse, etc., ces conditions-là n'ont pas disparu et donc on a quand même une Amérique qui est plus divisée que jamais. Votre précédent invité le disait aussi, on ne croit plus dans le système de justice, dans le système politique américain, etc. Et donc là, il y a quand même une co-responsabilité, je vous dirais, et ça, c'est un travail de beaucoup plus longue haleine, mais qui me semble aussi quand même une menace à plus long terme susceptible de déstabiliser finalement la démocratie américaine. David Morin, je rappelle que vous êtes de la chaire UNESCO, vous enseignez aussi à l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.